mais je n'arrivais pas à le faire en présentiel. Et aussi le constat que c'est important d'impliquer les deux personnes du couple et que c'est compliqué pour les couples en mobilité d'être ensemble au même endroit au même moment. D'où l'envie d'aller plus loin et de créer quelque chose pour ces couples. Marie va aussi se présenter. Pardon. Donc, moi, c'est Marie. Donc, je suis née en France il y a presque 37 ans. J'ai la double nationalité franco-libanaise et je vis en mobilité. Donc, j'ai quitté la France il y a près de 15 ans. J'ai vécu 5 ans au Liban. Donc, j'ai vécu aussi voilà, ce retour au pays. Donc, je connais aussi le fait de se sentir multiculturel, binational. Et je suis au Congo depuis 8 ans. Au départ, je suis partie pour une mission humanitaire et j'y ai retrouvé donc, mon mari. Voilà, nous sommes mariés, nous avons 3 enfants de 5, 3 ans et 16 mois. Donc, j'ai travaillé pas 2 ans, 12 ans en ONG en tant que salariée puis consultante. Et c'est à mon retour de congé maternité à la naissance de notre troisième enfant, après une discussion avec Marion, qu'est né le projet Naissance Nomade et voilà, d'une volonté commune de mieux accompagner les couples dans leurs projets d'enfants lorsqu'ils vivent à l'étranger. Donc notre famille, elle est multinationale, elle est multiculturelle et mon mari a aussi grandi en Afrique. Il est libano-grec et il a grandi au Nigeria. Donc nous avons aussi l'Afrique dans les gènes. Donc, pour introduire notre sujet du jour, donc, la grossesse, c'est un chamboulement physique, psychique et émotionnel. Euh, c'est un chamboulement pour la mère, c'est un chamboulement pour le père, c'est un chamboulement pour le couple. Euh, lorsqu'on est pour la première fois, ce chamboulement est d'autant plus grand. Et c'est normal de se poser 1000 questions. Déjà, quand on est dans son lieu de vie, on va dire, même si on est en France, même si on n'est pas à l'étranger, c'est un chamboulement qui nous fait nous poser plein de questions. Mais lorsqu'on est en expatriation ou lorsqu'on vit à l'étranger, on a des défis qui s'ajoutent. Alors, on peut se sentir voilà, seul, on n'a pas ses amis, sa famille à côté. On peut se sentir isolé parce qu'on peut aussi vivre dans des endroits plus ou moins reculés. Notre enfant peut travailler toute la journée, nous, on est à la maison. Surtout lorsqu'on vient d'arriver dans un pays, qu'on n'a pas encore fait des amitiés, si on ne travaille pas nous-mêmes. On peut ne pas savoir donc qui va assurer notre suivi de grossesse. Est-ce que ça va être en local? Est-ce que ça va être à distance? Déjà, on se pose des questions sur notre lieu d'accouchement. Est-ce que c'est sécurisant d'accoucher sur place? Est-ce qu'il faut que je voyage? Si je dois voyager, à quel stade, à quel terme, enfin, avant le terme, mais à 7 mois, à 8 mois? Est-ce que je dois rentrer pour faire mes échographies? Donc, on a plein de questions. Et puis, voilà, notre entourage, qui des fois ne connaît pas forcément notre mode de vie, peut voilà, nous inquiéter ou des fois ne pas forcément trouver les mots pour nous rassurer. Par conséquent, on peut voilà, vivre cette période de vie avec des difficultés, on peut se sentir stressé, on peut se sentir inquiète. Et bien entendu, l'éloignement que l'on peut connaître, donc l'éloignement du conjoint, qui peut être voilà, différent si on est en situation par exemple, de rotation, de célibat géographique. On peut se trouver voilà, éloigné de son conjoint pendant la grossesse, mais également avant l'accouchement et après la naissance, peut être aussi une source de difficulté. Donc, tout cela, on l'a vécu nous-mêmes, on l'a observé de par les patientes de Marion, des amis. C'est normal de vivre tout ça. C'est des réalités qui sont partagées par beaucoup de couples, par beaucoup de parents. Nous pensons cependant qu'une autre voie est possible et c'est pourquoi donc, nous avons souhaité organiser ce webinaire. Donc, nous avons intitulé 5 clés pour vivre sa grossesse en expatriation de manière sereine et confiante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous parler de confiance et de sérénité, vous donner quelques pistes pour comprendre ce qu'on mettait derrière ces mots qui sont très larges. Donc la confiance, vous voyez à la fois vous voyez deux piliers dans la confiance. La confiance en soi, la confiance en son couple, en ses choix, la confiance dans son corps, dans la capacité de son corps,
à mener à bien le processus de la naissance, de la grossesse puis de la naissance. Et on voit aussi la confiance dans les professionnels que l'on choisit. Et donc pour nous, la confiance en soi et la confiance dans les professionnels, elle se construit au fil de la grossesse et du postpartum. Et la grossesse, c'est vraiment le moment pour justement faire grandir cette confiance et faire des choix, faire les bons choix en termes de suivi de grossesse et d'accouchement. Donc la sérénité pour nous, c'est pas l'absence de peur ou l'absence de questions, parce que c'est rare en fait d'être complètement libre de peur, mais l'idée c'est de pouvoir un peu faire face en couple avec ces peurs, les nommer, parce que chacun a des peurs propres à sa situation. L'homme, la femme, c'est pas les mêmes peurs. Et si besoin, si ça ne suffit pas de les nommer et de les explorer, mais de pouvoir travailler avec des professionnels qui sont formés au sujet de ces peurs liées à la grossesse et à la naissance. L'idée, c'est que en fait, toute grossesse et tout accouchement contient un certain nombre d'imprévus et d'aléas, et, et il faut faire avec. Et l'idée, c'est de pouvoir les accueillir et de s'adapter, et d'avoir les outils pour s'adapter aux différentes situations. Et c'est ça qu'on vous propose, nous, comme chemin avec Naissance Nomade. Donc, notre approche, la manière dont on voit les choses avec Marie, c'est de dire qu'en fait, on ne fait pas une promesse d'une grossesse et d'un accouchement parfait. Qu'est-ce que c'est? En plus, ça n'existe pas. On peut vivre ce qu'on croit, ce qu'on a vécu, et ce qu'on vous propose, c'est de voir ça comme une belle expérience de vie forte, qui a des conséquences heureuses et forcément merveilleuses. Et on peut le vivre, on peut vivre quelque chose de très beau tout en ayant à la fois des difficultés et des questionnements. Comment on peut vivre ça? Ça paraît un peu antinomique, mais comment le vivre? C'est de pouvoir se dire qu'on est écouté et accompagné quand on a des craintes ou des questions ou des incompréhensions. D'avoir quelqu'un à qui parler et savoir qu'on est écouté dans ces moments-là. On pense aussi qu'on peut anticiper un certain nombre de difficultés et se préparer à certains passages, à certains moments. Et que ça, c'est source de sérénité, c'est source de confiance. On croit aussi que pour chaque question, pour chaque étape, difficulté, il y a des ressources qui existent et des solutions qui sont actionnables et qu'on peut mettre en place pour lever certaines difficultés. Ce qu'on veut dire aux futurs parents, aux parents qui sont là sur ce chemin de l'expatriation, de la mobilité, on a Marianne qui est avec nous, qui vit en brousse. On a vraiment des situations extrêmement variables, extrêmement diverses. C'est qu'on est ensemble sur cette route, que vous n'êtes pas seul et que vivre les choses ensemble et être accompagné, être en communauté, on en parlera du côté village, mais c'est extrêmement, ça donne confiance et ça apaise en fait. Donc, on a fini donc, notre partie d'introduction. Donc, pour vous expliquer rapidement donc, comment la suite va se dérouler, donc, on va vous présenter nos 5 clés. Ensuite, on vous présentera rapidement nos accompagnements et on vous annoncera notre prochain webinaire. Et ensuite, on aura un temps d'échange, donc de questions, de partage d'expériences. N'hésitez pas à déjà les poser au fur et à mesure dans le chat. Alors, la première clé, c'est s'entourer de professionnels de confiance, comme vous avez peut-être déjà compris avec mon intro. Alors, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, ça paraît un peu évident. Pour autant, ce choix est important et donc, pour ceux qui ont un projet d'enfant ou qui sont en début de grossesse, on vous invite à bien vous renseigner et à faire un choix parce qu'après, c'est important de rester consistant, c'est pas trop en français, mais de rester fidèle à un professionnel de santé qui sera votre référent. Donc la notion du référent, je pense pour nous, notre expérience nous montre d'avoir un référent en local, c'est-à-dire dans votre lieu de résidence. C'est hyper important. En fait, la grossesse, on oublie parfois, mais c'est
bien de faire un rendez-vous. C'est recommandé, c'est par et voilà, des instances scientifiques, de faire un rendez-vous par mois pendant la grossesse en présentiel. Et ce rendez-vous-là, il est assez simple et il ne demande pas une grande technicité ou beaucoup de matériel. Donc, il peut être fait avec une sage-femme, un médecin généraliste ou un médecin gynécologue obstétricien. C'est important de trouver dans votre pays de vie, de résidence, cette personne référence. Pour autant, si vous n'accouchez pas sur place, si vous voyagez en fin de grossesse, c'est important d'avoir créé en amont aussi ce lien avec un référent dans votre pays d'accouchement. Et ce qu'on a vu, ce qu'on a expérimenté, c'est que c'est possible de faire un suivi hybride, c'est-à-dire en présentiel, en local et en distanciel avec votre pays de naissance. Et ça crée de la confiance parce que vous ne vous sentez pas complètement comment dire, étrangère quand vous rentrez dans votre pays de naissance. Vous avez déjà bâti un lien, les personnes connaissent déjà votre histoire, votre situation médicale, et donc vous arrivez plus détendu pour votre accouchement parce que vous avez ce lien-là qui est déjà présent. Marie, elle a un petit témoignage par rapport au suivi hybride pour sa dernière grossesse. Oui, là, donc, par exemple, donc, pour ma dernière grossesse, donc, j'ai accouché en Grèce et c'est vrai que j'ai pu avoir un suivi au Congo et j'ai fait donc de la visio quand j'étais au Congo et j'avais donc déjà noué le lien avec la sage-femme. J'avais déjà défini voilà, le projet d'accouchement et une fois que je suis arrivée en Grèce, bah, j'avais déjà l'impression de la connaître. On avait déjà fait connaissance, elle connaissait mon dossier médical, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec le développement de la visio, bah, c'est possible de faire ce suivi, bien entendu. Il faut que les professionnels soient, enfin, ils vous rassurent et qu'ils soient aussi rassurés par votre situation. Et donc, avec Naissance Nomade, on essaye de bâtir un réseau de professionnels donc partout dans le monde, euh, dans le domaine voilà, médical, paramédical, qui soit aussi voilà, ouvert à accompagner des couples en situation de mobilité. Ce qui nous paraît hyper important aussi, c'est que pendant la grossesse, c'est bien de faire appel à différents professionnels. Enfin, c'est pas assez bien, mais on peut faire appel à différents professionnels. Et l'interdisciplinarité prend tout son sens. Donc, vous pouvez être suivi mensuellement par votre sage-femme ou votre médecin, mais aussi avoir recours à un kiné. On en a une kiné parmi nous, spécialiste du périnée. On peut avoir besoin d'un psychologue, on peut faire appel à une diététicienne qui ira plus loin et qui vous accompagnera de manière peut-être plus complète que la consultation de suivi de grossesse où parfois on aborde ces sujets, mais souvent on n'a pas le temps de les aborder complètement. Donc la diététicienne, pour moi, non pas dans le sens de gérer sa prise de poids, mais plutôt dans le sens de se nourrir pour forger la santé de son enfant. Et pour moi, ça c'est hyper important. On peut avoir un impact sur la santé de son enfant par le fait de se nourrir correctement. Donc ça, c'était pour la partie professionnelle de santé. Et je voulais aussi vous parler des professionnels qui ne sont pas formés à la santé, mais qui sont accompagnants périnataux ou doula. On en a aussi une avec nous, Grace, qui est doula à Lyon. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais en Afrique du Sud, de faire appel à une doula qui a été avec moi pendant la fin de grossesse. On a pratiqué le yoga ensemble et qui est venue le jour de la naissance de notre fils. Alors, c'était possible en Afrique du Sud. Je sais que c'est pas possible partout d'avoir une accompagnante en plus de son conjoint, en plus de la sage-femme qui nous suit le jour de l'accouchement. C'est pour ça aussi que c'est chouette de réfléchir à ça quand vous choisissez votre lieu de naissance. Et la doula, en fait, elle a été extraordinaire pour moi parce elle m'a massée, donc, pour le coup de manière professionnelle, ce que n'aurait pas pu faire, je pense, Thibaut, même s'il a plein de qualités, mais ça, c'était vraiment elle qui a su le faire et elle m'a extrêmement, ça m'a vraiment aidé à me détendre et j'ai pas de souvenir d'un accouchement douloureux pour cette naissance. La naissance la plus douce que j'ai vécue parce voilà, elle a veillé à ce confort, elle a aussi préparé du thé, elle a mis une lumière tamisée dans la chambre. Et pourtant, j'ai accouché à ce qu'on appelle en Afrique du Sud Cesarean Palace. C'est vraiment la boîte à césarienne, quoi. Et donc, je me disais un peu, je me mets dans la gueule du loup, je dis, est-ce qu'ils vont vraiment respecter mon projet d'accouchement par voie basse? Et je pense que cette doula m'a vraiment confortée dans le fait que j'étais sereine et m'a aidée à me détendre. Et c'était énorme.
Le dernier point sur cette clé, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde ultra connecté avec des informations dans tous les sens, avec des réseaux sociaux foisonnants. Et le fait de pouvoir se fier à quelques professionnels de santé vous permet aussi de trier dans les informations que vous recevez et d'avoir confiance dans voilà, un canal d'échange. Et ça permet de ne pas trop se stresser parce qu'on peut lire beaucoup de choses qui sont stressantes en ligne. Et moi, nous, euh, conseille de plutôt voilà, limiter les quantités de données qui vous arrivent et d'aller vers celles qui vous rassurent et en qui vous avez vraiment confiance. La deuxième clé dont on souhaite vous parler aujourd'hui, c'est de se préparer en couple à l'accouchement. Alors, vous direz, bon oui, se préparer en couple, on le connaît, enfin, c'est peut-être une évidence, mais quand on vit en situation voilà, de mobilité et qu'on n'accouche pas dans son lieu de vie, on se retrouve donc généralement éloigné en fin de grossesse, vers les 7 mois et demi. Le conjoint nous rejoint quelques jours, quelques semaines avant l'accouchement. Et si on attend le retour, l'arrivée du conjoint pour se préparer à l'accouchement, la préparation va être rapide, va être incomplète et elle est parfois inexistante. On attend souvent la fin pour se préparer à l'accouchement parce qu'en fait, on se dit, on a le temps. Et puis, en fait, une grossesse, ça passe quand même assez vite. En fait, on dit, on a besoin de 9 mois pour fabriquer un bébé, mais aussi pour se préparer en tant que jeune et futur parent. Et c'est pour ça qu'il est important d'anticiper, surtout lorsqu'on va être éloigné à distance en fin de grossesse. Et vraiment, nous, on suggère de démarrer la préparation dès le premier trimestre. Donc, certains vont dire c'est trop tôt. Après, voilà, c'est à chacun. Ça peut être au cours du deuxième trimestre. Et la préparation, c'est déjà juste de se renseigner, de lire, de poser des questions à ses professionnels. Donc, ça prend du temps aussi, surtout si c'est notre premier enfant et que l'accouchement, on n'y connaît pas grand-chose, à part les cours de sciences ou les grandes lignes, mais on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Et pourquoi c'est important d'impliquer le père? Bien entendu, c'est la femme qui accouche, mais le père, il a son rôle à jouer. Et bien sûr, ça, c'est à définir ensemble. Et c'est pourquoi se préparer, de prendre le temps de réfléchir, de dialoguer. C'est pour que chacun puisse exprimer ses peurs, ses souhaits. Il y a des pères qui veulent être présents, d'autres qui le souhaitent moins. Il y a des mères qui souhaitent que le père s'implique plus, d'autres pas forcément. Tout dépend aussi du choix que l'on souhaite pour la naissance. Donc, bien entendu, le choix de la préparation est lié au projet de naissance. Bien entendu, ça dépend aussi si on a un accompagnant, on en a parlé avant. Si on a par exemple une doula, un accompagnant périnatal, on n'a pas forcément besoin que ce soit le conjoint qui joue ce rôle. Donc, tout ça, ça prend du temps en fait. C'est pas vraiment évident. Et le fait de se dire dès le départ, voilà, on attend un enfant, il faut qu'on se prépare ensemble. Et si on ne sait pas trop comment s'y prendre, on n'oublie pas la clé 1, on a nos professionnels. Moi, je voulais juste vous partager un témoignage. Donc, pour ma première naissance, donc, je suis rentrée accoucher en France, je suis partie à 7 mois et demi de grossesse et je me disais, on a le temps. J'ai fait une préparation à l'accouchement, mais seule. Et quand mon mari est arrivé, il est arrivé peut-être 10 jours, 2 semaines avant le terme. En fait, il est arrivé tout de suite, je lui ai posé des bouquins, je lui ai dit, il faut que tu lis ça, nanana. En fait, ça a créé un gros stress parce que moi, j'avais vachement d'attentes. En fait, pendant les cours de préparation, j'étais là, mais il n'est pas là, comment je vais pouvoir lui transmettre tout ça? Et en fait, je lui demandais d'ingurgiter une somme d'informations, beaucoup de choses en un très peu de temps. Et du coup, ça a créé beaucoup de stress et de frustration de part et d'autre. Et puis finalement, la naissance est arrivée 4 jours après. C'est bien passé, mais c'est pour dire que en fait, si on attend ce moment-là pour se préparer en couple, ça va pas être assez et ça peut entacher la naissance. Alors là, ça fait le lien avec notre troisième clé, qui est celle de réfléchir en amont à son projet de naissance. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de projet de naissance. Vous devez un peu vous demander de quoi on parle. Le projet de naissance, concrètement, c'est un document qu'on remet à la personne, à l'équipe qui va nous accoucher. Pardon, je déteste on ne dit pas ça. À l'équipe qui sera là pour notre accouchement, parce que c'est bien vous qui allez accoucher, vous n'allez pas être accouché.
C'est un document qui rassemble un ensemble de souhaits, de réflexions. Voilà. C'est le fruit d'un dialogue en couple qui n'a pas de valeur légale, c'est-à-dire que l'équipe, évidemment, l'équipe obstétricale ne s'engage pas vous ne vous promet pas de réaliser ce projet, mais en fonction du lieu où vous accouchez, fait en sorte de pouvoir écouter vos souhaits et les mettre en œuvre. Pour nous, il est donc le fruit d'un dialogue à deux et le support d'un dialogue avec l'équipe. Si tout va bien, vous pouvez parler de ce projet en amont avec la sage-femme, avec l'équipe, en leur demandant, mais moi, je désire ça, j'aimerais bien être dans un bain, parce que j'adore l'eau, et dans l'eau chaude, je me détends hyper bien. Est-ce que ça, c'est possible avec vous? Si la salle n'est pas libre, comment on fait? Est-ce qu'il y a des douches? Est-ce que je peux prendre ma bouillotte pour avoir chaud? C'est des petites choses comme ça, mais en fait, vous en avez parlé avant, et vous savez que le jour J, ils ne vont pas vous regarder avec des yeux écarquillés. Et vous savez aussi si c'est faisable ou pas. Donc, c'est tout un tas de points à réfléchir qui peuvent être très simples. Il n'y a pas besoin de faire des tartines et des tartines, mais quelques petites choses qui sont importantes pour vous. Et dans le cadre d'une césarienne, parce que parfois il y a des césariennes qui sont programmées, c'est possible aussi de faire un projet pour la césarienne. On peut réfléchir à ce qui serait bon pour nous et comment on aimerait vivre cette césarienne. Est-ce que j'aimerais faire du pot à pot après la naissance tout de suite? Est-ce que j'aimerais pouvoir être au téléphone avec mon mari qui sera avec le bébé et du coup, en fait, être en visio, voir ce qui se passe pour mon bébé, même si moi je suis au bloc. Il y a plein de choses qu'on peut réfléchir et qui peuvent adoucir et donner confiance et rassurer. Nous, on voit le projet de naissance de manière plus large et plus globale. Pour nous, c'est vraiment une importance, un soin qui est fait sur le choix du lieu de naissance. Alors, il y en a qui ont déjà choisi un lieu de naissance très tôt, et c'est normal parce que c'est aussi un historique personnel. Quand on a la carte blanche, quand c'est voilà, tout est possible, eh bien, réfléchissons et on a le choix. On peut choisir en fait. Pas nécessairement l'hôpital à côté de chez moi. Ça peut être un hôpital un peu plus éloigné, mais où je sais que en fait, je vais être écoutée, je sais qu'il y a voilà, un état d'esprit un petit peu différent. Donc, c'est le choix du lieu de naissance. Et c'est pour nous aussi le postpartum. Donc, ce fameux postpartum, on en parle, c'est génial. Avant, on n'en parlait pas. Moi, pour la naissance de ma fille, il y a 11 ans, j'étais sage-femme, hein, mais je n'avais pas trop réfléchi à mon postpartum. Pourtant, j'étais aux Philippines et en fait, j'ai dit à tout le monde oh non, non, ne venez pas, je rentrerai 2 mois après en France, ce sera bien assez tôt pour voir ma fille. Et résultat, je me suis retrouvée chez moi, 24 heures après la naissance, toute seule, avec ma toute petite, mon mari qui travaillait parce qu'on était en mission de volontariat, donc c'était inimaginable de prendre 8 jours de congé paternité, ça ne se faisait pas et on ne s'était même pas laissé la possibilité de le faire. Et là, je me suis retrouvée quand même toute seule en me disant, j'ai la 8e merveille du monde entre les mains et je suis seule avec elle, personne ne voit ça. Et j'ai un souvenir hyper, je suis encore émue en parlant, de solitude et voilà, j'étais seule dans ma situation parce qu'autour de moi, les gens travaillaient. J'étais pas dans le milieu expat, j'étais volontaire, donc j'étais pas dans cette espèce de cocon parfois qu'on a en expat, où on a d'autres femmes avec des nouveau-nés. Et voilà, c'est un petit warning pour dire on n'imagine pas bien ce qu'on va vivre, on ne sait pas trop, mais c'est un chamboulement et c'est intense. Et donc, c'est génial de pouvoir penser aux personnes qui seront là. Donc, on a noté des petits points, on a noté le mode de garde des aînés. Quand on a des plus grands, c'est important de pouvoir s'appuyer sur d'autres. L'entourage proche, c'est ce que je vous disais, moi, je n'avais pas beaucoup d'entourage proche. Les professionnels de santé qui peuvent être un petit peu différents. Moi, je pense en particulier à l'allaitement. Donc, on a des professionnels de l'allaitement aussi dans la salle qui jouent ce rôle-là. Et puis, il y a vraiment le quotidien, voilà, qui va cuisiner, qui va s'occuper du linge. Ça paraît vraiment banal, mais en fait, c'est hyper important. C'est pas à la maman ou même au père qui vient d'accoucher de gérer ça. Donc, si vous pouvez externaliser au maximum, faites-le et prévoyez-le en amont. Qui va venir chercher ma corbeille de linge? Allez, c'est toi, t'es trop sympa. Mais merci beaucoup, je te revaudrai ça. Tu pourras compter sur moi le jour où tu accoucheras, je te rendrai l'appareil, merci. Et ça fonctionne, ça peut bien fonctionner.
Et je peux rajouter, donc moi, le choix d'accoucher en Grèce, parce que j'ai accouché en France pour mes 2 premiers enfants, en fait, c'était vraiment ce qui a justifié, c'était vraiment l'organisation pratique avant et après la naissance. C'était comment je vais m'occuper de mes deux aînés, parce qu'elles ne sont pas à l'école, et comment on va faire pour la logistique du quotidien, les courses, le ménage. Et en fait, c'était pas vraiment tant sur le lieu, parce que je savais un petit peu, enfin voilà, c'est peut-être le troisième accouchement, donc je savais qu'en fait, un petit peu partout dans le monde, je peux trouver l'accompagnement qui me convient. Bien entendu, ça demandait des recherches, c'était pas forcément facile, mais ce qui allait vraiment être crucial, c'était qui allait garder mes enfants quand je serais à 9 mois de grossesse et qui allait faire les courses et les repas quotidiens. Et ça, c'est vraiment important. Notre quatrième clé, c'est de prendre soin de soi et de son couple. Alors, on entend de plus en plus qu'il faut prendre soin de soi, donc on parle d'avoir du temps pour soi, de faire des choses qui nous font du bien. Ça paraît un petit peu galvaudé, enfin on se dit oui, ok, mais en fait, c'est pas si simple à mettre en pratique. Pour rappel, vous savez, pour faire un bébé, pour le porter, pour accoucher, pour en prendre soin, il faut des forces. Et si on a besoin de 9 mois, c'est aussi, il faut faire cette réserve d'énergie et de force pendant cette grossesse. Nous, on conseille vraiment de prendre des habitudes de self-care dès le début de la grossesse. Parce qu'en fait, elles seront déjà, on en ressentira les bienfaits pendant la grossesse, on se sentira bien. Et après la naissance, ce sera des habitudes qui seront ancrées. C'est pas quand on a notre nourrisson qu'on va se mettre au yoga ou qu'on va se dire que voilà, je vais prendre une habitude de me faire masser toutes les semaines parce qu'on a la tête ailleurs. Et c'est pour ça que c'est très important voilà, Et d'anticiper. on culpabilise de le faire quand on a Et un on truc. On culpabilise de se le faire. dit, est-ce que je vais prendre 1 heure pour moi alors que j'ai un tout petit? C'est aussi important parce que de prendre ce temps pour soi, là, il y a le temps pour soi. Le temps pour soi, c'est à chacun de le définir en fonction de ce qui lui fait du bien et de ses ressources qui sont disponibles dans son pays de résidence ou dans son lieu d'accouchement. Ça peut être juste cuisiner, ne rien faire du tout, lire, dormir, faire des siestes. C'est très important de faire des siestes. Ça peut être aussi voilà, de faire du yoga prénatal, de la gym douce, donc des choses qui nous font du bien. Ça permet aussi voilà, donc de prévenir les difficultés du postpartum. Donc, on parle ici de la dépression du postpartum et du baby clash. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, la dépression du postpartum, voilà, c'est un état de difficulté, d'épuisement qu'on peut ressentir après une naissance, mais immédiatement ou plusieurs mois après. Attention, il n'y a pas que les femmes qui sont, qui subissent la dépression du postpartum, qui la vivent. Les hommes aussi sont concernés. Les hommes aussi peuvent connaître des difficultés liées au manque de sommeil, liées voilà, gérer les pleurs, les besoins, vraiment des besoins intenses de tout petit. Ne pas aussi réussir à vivre cette nouvelle identité, ce nouveau rythme que la parentalité implique. Et le baby clash, c'est des conflits qui naissent au sein d'un couple après l'arrivée d'un enfant. Et souvent, c'est des difficultés qui existent déjà. Mais en fait, on se dit que ce n'est pas la priorité. On aura le temps après de les traiter. Et en fait, non, parce que ces difficultés sont décuplées et ensuite, c'est souvent trop tard. On n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps de le faire. Donc, c'est important que vraiment de se dire, prendre soin de son couple, c'est aussi à chacun de le définir, mais de se dire, en fait, on est un couple, c'est la base et on doit prendre soin de nous. Comment? En se donnant des rendez-vous hebdomadaires, quotidiens, en se décrochant de notre téléphone de temps en temps. Si on a des choses à se dire, de se le dire. Si on a besoin de se faire accompagner, de le faire. Moi, je sais que c'est des choses dont vraiment on n'a pas parlé, en fait. Et je ne me disais pas que mon couple ou moi, c'était important lorsque j'avais un enfant. Enfin, j'ai eu trois grossesses avec des allaitements longs. Donc, j'ai enchaîné pendant 1 an avec des réveils, des réveils nocturnes, donc l'allaitement qui épuise aussi. Et en fait, c'est après le troisième que je me suis dit, mais en fait, bah, ça, c'est indispensable. Donc, surtout s'il y a des mamans qui attendent leur premier enfant, c'est de dire, voilà, ces routines de self-care, pour soi, pour son couple, sont vraiment importants, vraiment très importants. Et on fait lien avec la première clé sur les professionnels. Il y a des professionnels qui sont aussi vraiment spécialisés pour vous aider si vous rencontrez des difficultés que vous n'arrivez pas à dépasser. Alors, notre cinquième et dernière clé, on arrive à la fin de nos petites ressources. Donc, c'est créer son village de confiance. Alors, votre village,
ça reboucle un petit peu avec ce que je vous disais sur le projet de naissance, mais donc c'est votre entourage, votre base, votre support, qui est formé par votre famille, si c'est la famille qui pour vous est un soutien. Parfois, c'est pas la famille, c'est les amis. Ça peut être aussi des professionnels. Je pense à ce métier qui s'appelle aide-maman, euh, qui est inspiré par les Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, il y a les Kraamzorg, qui sont des femmes ou des hommes, je ne sais pas s'il y a des hommes, mais qui sont des professionnels formés au postpartum et qui viennent à la maison. Je crois que c'est 8 heures par jour pendant la première semaine. Ça peut être encore 4 heures pour la semaine suivante. Et qui viennent assurer voilà, le quotidien, les courses, qui sont aussi formés pour s'occuper du nouveau-né, qui sont formés pour faire un soin de cordon si vous êtes encore un peu tremblant à l'idée de nettoyer le cordon. Elles sont aussi capables de prendre votre température, votre tension si vous avez un doute sur votre santé. Et donc, c'est un métier qui se développe et qui commence à émerger en France. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est hyper vital, enfin, qui devrait se développer. On a beaucoup à apprendre des pays, notamment des Pays-Bas à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui est mis en place au niveau gouvernemental, donc c'est la base. Et nous, on est quand même dans des situations où on se retrouve souvent en postpartum assez seul, avec vraiment, voilà, il faut créer ça, donc c'est plus difficile, mais c'est à réfléchir. Euh, on pense, ce village, il faut le créer en amont. Réfléchissez vraiment en amont, qui sera là avec vous, qui sera à vos côtés. Quelle est la personne qui va vous apporter un plat chaud pendant la première semaine, dans l'idéal pendant le premier mois. Donc, du coup, c'est peut-être pas une personne, c'est plusieurs personnes. Créez votre petit village, votre petit groupe WhatsApp de copines qui vont passer. Impliquez-les dans votre naissance. Il y a aussi des associations de parents, il y a des lieux d'aide à la parentalité. Moi, là, je pense aussi à ce qui existe dans les pays. Je sais que, par exemple, à Port-Gentil, il y a des ateliers pour les parents avec Marion Founard. C'est ultra précieux. C'est vraiment voilà, des lieux de soutien, de rencontre. On peut partager ces questions voilà, sur l'allaitement, sur le sommeil. En France, on a la PMI, qui est une vieille structure, mais qui peut toujours être un lieu aussi de ressources. Bah, j'ai une question, je suis inquiète, je vais voir. Notre petit point, c'est que en fait, il faut créer son village dans les deux pays, dans votre pays de résidence et dans votre pays d'accouchement. Pensez vraiment à vos ressources dans les deux pays. On voit quand même souvent des mamans qui reviennent avec un tout petit dans leur pays d'expat, dans leur lieu de vie. Et en fait, c'est pas facile de revenir avec un tout petit. On est un peu déconnecté. On a été absent pendant 2-3 mois. Puis on se sent à nouveau un peu hors circuit, un peu hors réseau. Et donc, voilà, c'est bien d'avoir déjà sa petite base, des personnes qui nous attendent et de les solliciter. Voilà, n'hésitez pas à solliciter les gens, à demander de l'aide, à dire, bah là, en fait, bof, je me sens pas top. Viens me voir, viens prendre un café. Mais voilà, on arrive à la fin de nos clés. On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on veut... Il faut que j'accélère. On regarde un peu de temps pour notre échange. Donc, Ouais. voilà, alors, on espère que voilà, ces clés ont résonné en vous, qu'elles vous ont fait réfléchir, qu'elles vous ont questionné, qu'elles vous ont inspiré. On aurait pu en dire beaucoup plus, mais on est quand même voilà, limité par le temps. Bien sûr, ce sont des possibilités. C'est à vous de piocher sur ce qui fait sens pour vous et pour votre couple. Il y a peut-être aussi d'autres clés, d'autres conseils. On sera aussi ravis d'avoir un échange où vous me les partagiez dans le chat. Et ce qu'on veut vous dire, en fait, c'est que ce chemin de sérénité de confiance, il est accessible à tous. Voilà. Avec l'accompagnement, avec les ressources, avec l'anticipation, avec la préparation, et de faire tout ce travail en fait en couple, ne pas laisser vraiment la mère, souvent c'est le cas, c'est la mère qui planifie tout, qui planifie le suivi de grossesse, qui planifie tout pour l'accouchement, etc. Et souvent, en fait, le papa aussi veut être impliqué. Et c'est juste que, en fait, on ne pose pas la question, on ne l'implique pas, on se dit, en fait, il a autre chose à faire. Et puis après, on est frustré parce que on a l'impression que tout repose sur nos épaules. Et les papas, vraiment, sont en demande. Mais voilà, ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être rassurés. Donc, c'est vraiment une discussion à avoir. On espère que suite à ce webinaire, on sait qu'on a que des femmes, en fait, enfin, peut-être des hommes, mais on ne les voit pas. Donc, parlez-en vraiment entre vous. Donc, voulez-vous en profiter pour vous expliquer un peu plus concrètement ce qu'on propose, nous, avec Naissance Nomade. Donc on a mis en place une permanence téléphonique.
Donc, on est disponible le lundi après-midi et le vendredi matin. On a des créneaux de 30 minutes qui sont des créneaux d'écoute et de réponse aux questions que vous pouvez avoir voilà, sur votre situation particulière. Vous pouvez prendre rendez-vous, il y a le lien, puis on vous le remettra dans un mail. Et c'est important de dire que c'est un rendez-vous qui est gratuit, C'est un qui est rendez-vous sans engagement. On a aussi donc, créé un parcours de préparation à la naissance qui est en ligne, qui est faisable en autonomie, en couple, par des vidéos avec des slides, des vidéos sans slides, des audios, pour se préparer à la naissance dans votre situation d'expat, de futur expat. Donc, il y a en plus de ça 2 lives, donc 2 rendez-vous Zoom par mois avec nous deux, où vous pouvez poser vos questions, échanger et aller voilà, plus profondément dans les sujets. Et on est en contact avec vous par email jusqu'à la naissance. Ce parcours, il va être prochainement disponible en ligne et on vous enverra aussi un lien pour ceux qui sont intéressés pour vous inscrire et bénéficier d'un tarif de lancement. Et notre troisième proposition, c'est on vous aide à dessiner et à écrire votre projet de naissance global et personnalisé, qui inclut le choix de votre lieu de naissance, vos souhaits en termes de naissance et votre organisation du postpartum. Vous pouvez aussi en parler avec nous pendant cette permanence téléphonique. C'est important aussi de préciser qu'en fait, on travaille en réseau, Naissance Nomade, on ne travaille pas seul. Et je parlais précédemment du fait de créer voilà, cet annuaire de professionnels de confiance, donc partout dans le monde, dans les pays où on vit, les pays où on accouche. Donc certains professionnels sont là et l'idée, c'est vraiment voilà, de faire du référencement aussi sur des thématiques qui nécessitent d'avoir vraiment des experts, des professionnels, par exemple à l'allaitement, au sommeil, on va parler de nutrition. Donc, il y a plein de sujets autour de la naissance. Et l'idée aussi, c'est de vous mettre en relation avec ces professionnels et aussi avec des lieux d'accouchement où on peut voilà, accoucher en confiance, voilà, des lieux de naissance respectés. Et donc, d'ailleurs, ça fait le lien sur notre prochain rendez-vous. Donc, c'est dans un mois. Donc, on vous donne déjà la date. On vous enverra toutes les informations par mail. Donc, on a prévu de se donner un rendez-vous mensuel le jeudi à midi. On espère que c'est un timing qui vous convient. Bien entendu, si ce n'est pas le cas, bah, dites-le nous, envoyez-nous un petit message. Et on parlera allaitement avec Yolande Cosbrook, qui est avec nous aujourd'hui et qui est consultante ABCLC. Donc elle vous en parlera aussi, mais c'est on va dire la certification internationale reconnue pour accompagner l'allaitement maternel. Et on parlera donc de la préparation de tout ce qu'il y a à savoir sur l'allaitement maternel, surtout pour des jeunes, enfin, ou des futurs parents donc, qui attendent un enfant, qui souhaitent allaiter ou peut-être qui ne savent pas vraiment, qui se posent des questions sur leur capacité, s'ils vont y arriver. Donc, c'est aussi pour des couples ou des parents qui n'ont pas forcément peut-être réussi, n'ont pas été bien accompagnés pour leur première naissance, premier allaitement et qui souhaitent peut-être envisager différemment une deuxième naissance ou un deuxième allaitement. Donc, vous êtes tous les bienvenus et c'est toujours voilà, ouvert aux professionnels pour l'échange, pour le partage d'informations. Donc maintenant, on est là pour répondre à vos questions ou écouter vos partages d'expérience. On a 15 minutes. Vous pouvez prendre la parole comme vous le souhaitez. Voilà, on voulait vraiment garder un petit quart d'heure pour que ce soit interactif et que ce soit vraiment un échange. Donc, vraiment, n'hésitez pas, on est là. Et je crois qu'il n'y a pas eu de questions dans le chat. Ah, merci. Merci Marion pour la beauté de nos visuels. C'est gentil. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des petits commentaires ou peut-être des petits partages d'expérience? Oui, grâce. Moi, je voulais juste partager et rejoindre. Alors, pour l'avoir vécu en accompagnement, c'est vrai que les parents pensent très souvent, quand ils sont dans un parcours de grossesse, à l'accouchement comme le summum de tout ce qui va, de tout ce processus, et sans avoir vraiment conscience que tout commence après, en fait, quoi. Et
Et je pense notamment ce dont vous avez parlé, au baby clash, parce que je le vois, moi, en ce moment, avec un couple que j'accompagne. Et il y a effectivement, ce qui se passe dans le baby clash, c'est des choses qui existaient avant, généralement, et qui ont pas, dont les parents n'ont pas d'ailleurs toujours forcément conscience, mais il y a un vrai besoin d'accompagnement de certains parents en postpartum, et de manière générale en postpartum, parce que même si on entend des choses, hein, même si on s'y prépare, on lit des livres, etc., même si on est surinformé, parce qu'en fait, même les parents le disent, ils sont tellement surinformés qu'en fait, ils ne sont pas préparés, en fait, ou ils n'ont pas la bonne information. Quand le postpartum arrive, c'est parfois un moment qui est compliqué, en fait, à vivre, hein. Et voilà, donc je voulais vraiment partager ça parce que le baby clash, ça m'avait vraiment, pour avoir partagé ça avec des parents, c'est vraiment, ça peut être un vrai sujet dans un couple, en fait, dans le postpartum. Mm. Merci beaucoup. Et on peut donc dire que Grace est doula. Oui, je suis doula, pardon. Donc, je suis doula à Lyon. Voilà. Merci pour ton partage. Et donc, il y en a un message de Christelle. Je suis sage-femme, ça me parle, même si l'expat est entre deux régions de France. Tu peux nous en dire un peu plus, Christelle? Oui, fallait que je réactive mon son, excuse-moi. Ouais, moi enfin moi c'est même personnel, hein, parce que je suis arrivée avec un tout petit de 4 mois à Brest, alors que je suis pas du tout de cette région-là. Donc quand tu te retrouves toute seule, avec pas d'amis, pas rien, juste ton mari, c'est un peu compliqué quand même. Mhm. Voilà. Les liens sont pas forcément évidents, même si je parle la même langue, même etc. Les codes sont pas toujours les mêmes dans toutes les régions. Et puis même, par ma profession, j'ai aussi des gens de Madagascar ou d'ailleurs et qui se retrouvent toutes seules avec leur mari qui est breton ou vice-versa. Et en fait, tout ce que vous avez cité là tout à l'heure, bah, oui, ça me parle. C'est hyper vrai. C'est vrai que nous, on l'a vu dans le sens français de l'étranger qui rentre en France, mais c'est vrai pour toutes les mobilités, quel que soit le. Mm. Mm. Et moi, Ouais. j'habite dans un port, hein, donc voilà, il y a beaucoup de marins, sous-mariniers, etc. Plus tout ce qui est tout ce qui est la marine marchande. Rien que tout ça, sans le reste, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de gens expats d'une autre manière, que ça peut être interculturel, ça peut être, voilà. Et puis c'est aussi vice-versa, on a aussi l'inverse, c'est des filles qui sont d'Afrique ou d'ailleurs, et qui vivent avec des Français et qui se retrouvent, alors parfois c'est des mariages un peu arrangés, en fait, entre guillemets, mais pas toujours, ça peut être, voilà, ils habitent là, mais elles sont pas de là. Et elles Mm. pleurent leur mère, elles pleurent leur Mm. mère. Ça Mm. m'est déjà arrivé. Mm. Voilà, c'était Merci. une remarque, quoi. Merci beaucoup. Je vois que Séverine a la main levée. Oui, je reprends juste le son. Bonjour tout le monde. Alors oui, moi j'ai ma sœur qui a accouché en France juste avant de repartir dans son pays d'expatriation, le Maroc, qu'elle découvrait en arrivant avec son bébé parce que c'était Covid. Et donc elle est arrivée avec un bébé de 3 semaines, enfermé, confinement total, interdiction de quitter le Maroc parce que le Maroc avait fermé ses frontières. Du coup, moi, j'ai rencontré son bébé au mois de juin en allant au Maroc, quand le Maroc a réouvert. J'ai trouvé ma sœur dans un état, enfin, elle n'était vraiment pas en forme et pourtant, moi, j'ai fait de mon mieux pour elle. C'est-à-dire, je l'ai tenue à bout de bras par WhatsApp et visio. Mais en juin, il était grand temps qu'on y aille parce qu'effectivement, elle a hyper mal vécu ce postpartum. Parce que déjà, elle découvrait ce pays, mais en fait, elle découvrait rien du tout. Elle n'avait pas d'amis, son mari bossait comme un cinglé, et du coup, elle s'est retrouvée très seule. Et en fait, c'est ce que je retrouve même en France avec mes patientes qui accouchent dans leur lieu de vie, je dirais habituel. Finalement, cette notion de se retrouver seul chez soi avec son bébé, même quand on a des copines, même quand on a de la famille, c'est quand même très, très récurrent. Et en tout cas, moi, dans la rééducation du postpartum, qu'elle soit périnale ou abdominale, peu importe,
en fait, je vois bien que je passe beaucoup de temps à discuter avec elles, leur tenir la main, au-delà du soin, quoi, finalement. Enfin, je dirais presque que le soin principal, c'est de les accompagner. Et tout ça parce qu'elles n'osent pas, qu'elles n'ont pas vu venir le truc. On leur en a jamais parlé finalement, parce que je crois que c'est encore très tabou de parler de ce qui se passe après, au même titre que certaines arrivent à l'accouchement avec un espèce d'idéal d'accouchement, et puis elles me disent, mais on m'a pas dit en fait que ça allait être douloureux, long, plus compliqué que ce que je pensais. Et du coup, ce suivi-là dans le postpartum, je dirais, il est presque le plus important à préparer. Parce que finalement, l'accouchement, tout ça, maintenant, il y a des infos quand même, enfin, on en parle, mais la suite, ce moment où on se retrouve seul avec son bébé et bah, nos copines qui travaillent ou et qui sont pas toujours dispo, les grands-parents qui aujourd'hui travaillent plus tard, ou enfin bref, qui sont pas dispo non plus. Donc, au-delà de l'expatriation, mais c'est certainement exacerbé dans l'expatriation, je dirais que c'est vraiment le truc qui ressort presque tout le temps en fait. Donc, ouais, c'est super que vous mettiez l'accent sur ça parce qu'il y a vraiment un travail à faire sur, OK, quand vous rentrez chez vous, accordez-vous de vous faire livrer des repas, accordez-vous des heures de ménage, les copines, offrez des heures de babysitting, offrez des heures de ménage, offrez des bah, arrivez avec une soupe, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, quand j'ai eu mes enfants il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, j'aurais adoré qu'on m'amène une soupe, qu'on fasse mon ménage et qu'on me décharge un peu de ce quotidien qui est juste très inintéressant en fait. Donc voilà, bon, bravo pour mettre l'accent sur ça. Clairement, il y a un accent à mettre. Merci beaucoup. Merci Séverine. Du coup, on laisse la parole à Marianne. Ouais, alors ouais, je voulais juste remercier Marie et Marion parce que c'est vrai que, enfin, comme tout le monde le dit, enfin, moi j'habite au Congo, à Bouanza, donc je suis un peu loin de tout. Et j'ai un premier enfant qui est là d'ailleurs. Et, et je me suis lancée là-dedans un peu sans réfléchir. Je pensais pas à tout ça, tout cet accompagnement-là, et enfin, je le regrette pas, tout s'est bien passé, mais je me rends compte que j'aurais eu besoin de tous ces conseils-là, même si ça paraît un peu des conseils évidents, c'est vrai, c'est rien de très magique, mais j'aurais bien aimé qu'on me le dise à ce moment-là, et je pense que pour le deuxième, je vais vraiment essayer de faire les choses un peu mieux, en tout cas de me préparer mieux. C'est des conseils très importants, et c'est vrai qu'il y a plein de trucs auxquels moi, j'avais pas pensé, le fait d'être loin, de pas préparer l'accouchement en France en avance, même les problèmes de couple, le baby clash. Mon mari est congolais aussi, donc on n'a pas la même culture, on n'a pas grandi pareil, donc tout ça c'est compliqué et j'ai pas trop anticipé tout ça, donc je trouve que c'est très important de penser à ça avant, en amont. Donc merci, merci d'être là pour nous accompagner. Merci pour ton témoignage, ton partage. À très bientôt. Je vais laisser la parole à Gofran. Après, je te laisserai la parole, Grâce, comme tu es déjà intervenue. Gofran, Ok. Oui, bonjour. bonjour. Merci beaucoup pour cette réunion tout d'abord. Mais moi, j'ai une question. J'habite à Abidjan pour le moment et je veux accoucher ici dans 3 mois. Donc, le problème concernant vous avez déjà parlé du clé de confiance de personnel. Bon, cette option pour moi, ça, ça n'existe pas ici, à Abidjan, vraiment. Donc, par exemple, le dernier rendez-vous, j'ai parlé avec mon gynécologue concernant l'épisiotomie, les techniques WAFO, en retard de couper le cordon, puisque tout le monde connaît maintenant ses bénéfices et tout. Donc, bon, il m'a choqué, il m'a dit que tout ça, c'est pas possible ici. Donc, par exemple, pour mon gynécologue, non, il faut couper le cordon directement. Pour la technique peau à peau, ça, c'est pas dans la culture des personnels de l'équipe que je travaille avec. Si je veux entrer une chose nouvelle comme ça, tout va être perturbé. Donc, ça sera pas possible. Et en plus, pour nous, le but, c'est de faire les premiers soins vite au bébé. Donc, on peut pas attendre et tout. Donc, vraiment, il m'a donner des choses, on dirait à l'ancienne, on dirait qu'elle parle aux années 70. Donc, vraiment, c'est pas.
Donc, je me trouve vraiment bouleversée maintenant. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas sûre même est-ce qu'ils vont laisser mon mari m'accompagner ou non. Mm. Donc, c'est ça. Bah, bravo d'avoir posé ces questions, c'est déjà super. Parce que du coup, Merci. ça montre que vous avez déjà réfléchi et vous êtes renseigné, etc. Oui, c'est ça. De répondre de manière plus approfondie, mais est-ce qu'il y a d'autres lieux que vous pourriez visiter, peut-être, d'autres ressources à explorer pour, euh, pour essayer de trouver un lieu possible, un lieu qui corresponde plus à vos attentes? Mais moi, je vais accoucher à Abidjan. Donc, c'est la clinique que j'ai choisie. Et tout. Donc, normalement, c'est Ouais. pour tout le monde. Même lorsque j'ai demandé à des autres femmes les expériences et tout. Donc, c'est pas la plupart qui, par exemple, des Françaises et tout, qui vont voyager lors de l'accouchement et tout. Sinon, les femmes que je connais qui ont accouché ici, tout ça, c'est pas fait pour eux. Hmm. Donc, Donc, il y a Marion c'est qui ça. voulait réagir, Ouais. à votre. Oui, c'est ça. Donc, je trouve pas des. Maintenant, je suis bloquée. J'ai pas d'autre solution à faire. Donc, je suis obligée d'accoucher ici. Je veux pas voyager. Hmm. Donc, c'est ça. Marion, du coup, tu voulais dire un petit mot, on te donne la parole. Ouais. Oui. Oui, oui, j'ai pas trouvé comment on lève la main, je suis désolée. Voilà, dans ce que je réagis au terme baby clash, je connaissais pas le mot en vrai. Et ce que je voudrais dire mon expérience d'accompagnement, parce que je fais un petit peu la même chose que ce que vous proposez à ma façon, tout en étant pas sage-femme, c'est que parfois, enfin, il y a beaucoup de choses de l'histoire personnelle qui se jouent au moment où on attend un enfant, surtout le premier. C'est-à-dire qu'en fait, on va questionner quel est le père que j'ai eu, quelle est la mère que j'ai eue, quelle est la naissance que j'ai eue. C'est de l'ordre de l'inconscient souvent. Mais on traîne tout ça et je trouve à l'occasion de la mise au monde d'un premier enfant, d'une première grossesse, c'est vraiment intéressant d'aller revisiter tous ces liens pour les pacifier, pour les mettre en conscience et pour prendre de la distance par rapport à son histoire, surtout si elle a été un petit peu difficile, et avoir justement se donner les moyens de choisir quel père ou quelle mère on veut être pour notre enfant en conscience, plutôt que de subir inconsciemment ce qu'on a vécu et du coup de le rejouer parce que simplement ça reste dans l'inconscient. Donc voilà, toute cette partie-là en amont, elle me paraît extrêmement fructueuse, intéressante. Et dans le couple, effectivement, quand le couple peut... bon, ça, c'est un travail qui se fait un petit peu de manière personnelle, on va dire, hein, en individuel. Mais le couple peut beaucoup bénéficier de ce travail personnel sur chacun. Et puis également, quand c'est une naissance pour une multipart, enfin un deuxième ou un troisième, parfois ça s'est mal passé avec l'aîné l'accouchement. Et c'est vraiment comprendre que chaque histoire est unique, chaque histoire est nouvelle et que ce qui a été compliqué pour le premier n'est pas forcément amené à se répéter pour le second, surtout si on va mettre la lumière là-dessus. On clarifie les situations, on rend à chacun les demandes, enfin tout ce qu'on a besoin de clarifier avec chacun, symboliquement, hein, j'entends. Et du coup, on peut vraiment faire la place à cet enfant pour lui-même, comme il sera avec son histoire, indépendamment de ce qui a été vécu avant. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous. Ouais, merci beaucoup. C'est précieux à entendre. Grâce, on te redonne la parole. Une dernière. Ouais. Oui, très rapidement. En fait, je voulais revenir sur ce que disait Séverine et en fait, je vais plutôt réagir sur ce que disait Gofran. Parce que je suis née, j'ai grandi au Cameroun et donc mes parents vivent toujours là-bas. Et c'est vrai que quand je vais dire chez nous, mais de manière générale en Afrique, on n'a pas encore cette conception entre guillemets occidentale de l'approche de la maternité, de la grossesse et de l'après en fait. Hein. Donc au Cameroun, c'est pareil, j'ai eu une expérience il n'y a pas très longtemps où je suis allée dans une maternité et c'était exactement ces mots-là, c'est que je ne vais pas demander quelque chose au personnel médical, ça va changer leurs habitudes, ça va être trop compliqué. Et c'était vraiment ça. Donc le challenge qu'on me proposait, c'était en gros, il fallait que de convaincre le personnel médical, ce qui en soi, enfin, c'était vraiment, c'est des montagnes là-bas, c'est déplacer des montagnes en fait. Donc j'entends vraiment tout à fait cette expérience-là qui est malheureusement, enfin, qui est commune à beaucoup de pays d'Afrique.
Et alors, j'ai des amis expatriés à Abidjan, j'aurais toujours leur demander s'ils connaissent peut-être des cliniques qui sont plus ouvertes à ce type d'approche, au pot à pot, au cordon. Vraiment, c'est des choses qui sont très, très basiques maintenant en France, hein, mais ce n'est pas du tout le cas dans certains pays, notamment chez nous. C'est pas, voilà, c'est le plus important, c'est que le bébé soit en vie et que la maman soit en vie. Le reste, c'est de l'accessoire en fait. Voilà, on en est encore, on en est vraiment encore là. Voilà. Merci. Merci, c'est passionnant. On pourrait échanger plus longuement, mais on va s'arrêter là. Ouais. En tout cas, juste pour Gofran, on vous invite vraiment à prendre un rendez-vous pour qu'on ait un peu plus le temps de discuter. On va vous envoyer un petit mail, il y aura le lien pour prendre rendez-vous pour notre permanence téléphonique. Et D'accord, merci beaucoup. merci aussi aux petits commentaires de Valentine. Et un grand merci pour votre présence aujourd'hui, pour l'échange, le partage. On espère qu'on va pouvoir poursuivre prochainement donc, nos échanges en direct ou par mail, par WhatsApp, en visio. On vous souhaite une très belle journée, une belle après-midi, là où vous vous trouvez. Et voilà, on vous enverra donc un petit mail récap avec le replay, parce que normalement ça a marché, et puis tous les liens dont on a parlé dans la présentation. Encore un grand merci et à très très bientôt. Merci à tous. À bientôt.